Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales. Dans le cadre de cette émission, nous diffusons les témoignages fournis par les archives départementales. Ceci est la 4e partie de l'enregistrement de Bancon-Yves, réalisé le 24 septembre 2009. Paroles de résistants et déportés en Dordogne. Le 24 septembre 2009 à Périgueux, Monsieur Yves Bancon. Et le 5 janvier, j'ai débarqué à Belvès. Et comment qui vous donne le contact pour aller à Belvès? Voilà. Comment ça se passe? Le gars qui était avec moi en Autriche, là, qui était dans le service, c'était Jean Manchotte, le fils du boucher de Belvès. Ils étaient 2 frères. Je vous dirai après sur son frère. Et quand je suis parti, le 31 octobre au soir de la gare de Westbanov, il était venu m'accompagner. C'était un des 2 gars qui étaient dans la confidence, vous voyez. Et il m'a dit, tu sais, si tu réussis, je te demande qu'une chose, va voir mes parents. Mais j'ai dit, si je peux, je le ferai. Alors, donc, c'est le but d'aller voir ses parents, de donner des nouvelles, et puis de voir la suite. Et alors je rencontre le père, qui est boucher, qui est devenu par la suite le président du comité de libération. Et il me présente avec les responsables de la résistance de Belvès, Marty, le chef de gendarmerie, on les a, je sais pas, je les ai là. Chef de gendarmerie, l'ingénieur des ponts et chaussées, voilà Marty, le chef de la résistance. Et alors ils me disent, bon, mais il y a peut-être une solution, il y a quelqu'un qui aurait besoin de toi, je crois, compte tenu de ce que tu as connu, les rapports que tu as avec l'administration de Périgueux, c'est le chef des services de renseignement, Pierre Worms, alias Claude. Voilà. Et alors donc, je ne suis pas rentré directement en rapport avec lui parce c'était étanche, vous savez. Mais par l'intermédiaire de Yvette Murat, j'avais des contacts avec lui. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je donne des renseignements, j'en reçois, et c'est dans cette maison que je me planque à Sainte-Foy-de-Belvès, où je vous dis le propriétaire, M. Roche, était un brave type. Mais gazé de la guerre de 14-18, il était gazé à l'hypérite. Alors, il ne pouvait pas voir les boches. Mais il ne fallait pas dire du mal de Pétain. Tellement bien que lorsque Ralph et Phil, c'est-à-dire Finkler et Lichtenberg. Finkler et Lichtenberg sont venus me voir, je lui ai dit surtout, ne parlez pas de Pétain. Voilà. Voilà où c'était dans la campagne. Et alors, à côté de moi, se cachait le plus jeune des frères Manchotte, du boucher. Alors, ce garçon, je l'avais dans un petit noyau de réfractaires. Et en fonction des renseignements que j'avais, je leur disais, vous restez là, vous déplacez, vous voyez... de façon que les Allemands ou les miliciens ne leur tombent pas dessus. Parce que là-bas, il y a eu l'exécution du colonel de Boisson et ça a fait pas mal de remous. Voilà, et donc j'ai fait pas mal d'actions dans le secteur, je ne peux pas tout dire, mais un peu. Et entre-temps, j'ai pénétré à nouveau dans Périgueux pour récupérer le frère de l'inspecteur Meyer qui était recherché par la Gestapo. Et je l'ai amené à Belvès où je l'ai caché dans ce restaurant en bas de la côte de Belvès. Il est resté plusieurs mois puisque j'ai dû le cacher au mois d'avril et il y est resté jusqu'à la libération. Voilà. Et quand vous contactez, quand vous êtes en relation avec Worms, oui. Vous êtes informé que c'est une organisation des francs-tireurs et partisans? Ah oui, mais on me le présente le nom
comme étant le responsable DFTP, le responsable adjoint DFTP pour le Sud-Ouest. Voilà. Mais je vous dirais qu'ayant connu Worms par la suite beaucoup mieux, je me suis rendu compte qu'il aidait aussi l'armée secrète. Vous voyez ? C'était pas un sectaire, il a travaillé, je l'ai eu comme patron après au service de renseignement, au 5e bureau, il a voulu me garder, donc jusqu'à quel moment il m'a gardé bon. Non, parce que là il y a eu une coupure, puisque au moment du débarquement, il m'a chargé d'une mission difficile, c'est celle de contacter Charles Mangol. Alors j'ai donc contacté Charles Mangol. De l'armée secrète ? Voilà. Alors il y a eu une rencontre, là, au 28 de la rue Pirmagne. Et la première rencontre a été tranquille, mais le lendemain, la deuxième, la Das Reich débarquait. Donc la Das Reich passait sous nos fenêtres. Et là ça faisait... Moi, c'est jeune, lui ça l'a pas touché beaucoup. Il m'a dit, t'inquiète pas, on les aura quand même. Hein. Ben, malheureusement, il a été pris, lui. Mais donc, j'ai eu cette mission. Et ensuite, j'ai rejoint les bois, quand la Das Reich était partie. Et il m'a été donné une autre mission bien difficile. C'est de démasquer un faux maquis dans la région d'Anton Escoir. Par l'ancêtre était un chef de la résistance, et il m'a dit, puisque tu es au renseignement, j'aimerais bien que tu me donnes un coup de main. Voilà. Et alors, pour mieux en savoir, je les ai pénétrés. Je me suis mis membre du groupe. Je ne savais pas trop où j'allais, mais enfin, bon. Et en définitive, c'est les gars de la 222e compagnie qui sont venus les arrêter. Et j'en suis devenu le chef ensuite. Voilà, j'en ai marre, j'ai dit maintenant je veux être à la branche militaire, le renseignement c'est fini. Hein. Donc j'ai pris le commandement du détachement numéro 2 de la 222e compagnie. Voilà. À quelle période ? C'était avant après la libération ? Non, c'est à mi-juin. À mi-juillet, on était donc notre camp à la Richardie, c'est la route de Blisébord. Ça me voilà défilant à la libération de Périgueux, c'est à Saint-Pierre-de-Chignac. Ça, c'est l'écusson que nous avaient fait les filles de Montignac, vous voyez, avec des petits bouts de chiffon. Oui, c'est un cœur rouge traversé d'un bandeau bleu-blanc-rouge avec inscrit brodé FTP, FFI. Avec des bouts de chiffon. Voilà les gars qui étaient sous mes ordres. Ben là, voilà la photo, là. Voilà, des types sensationnels. Ça, c'est quand on inaugure la plaque provisoire du mur des fusillés. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de monument. Hein. Ça, c'était la fosse commune. Voilà. Mais est-ce que vous savez pour quelle raison, lorsque vous êtes en contact avec Worms, on vous affecte au renseignement ? Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai des relations, je vous l'ai dit, avec des résistants de l'administration. Et ça c'est important. Et deuxièmement, je dirais que ça ne me déplaît pas. Compte tenu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu, ça ne me déplaît pas. Voilà. Et lorsque vous êtes en contact avec Charles Mangol, quel est l'objet de la mission exactement qu'on vous confie ? J'ai un document que je lui ai remis. Il m'en a remis un autre après pour remettre à Worms. C'est l'état à peu près des effectifs de la région de Belvès, vous voyez. Et puis alors une meilleure communication entre AS et FTP. On est à quel mois ? Ah, mais là, c'est après le débarquement, tout de suite. État des effectifs FTP, vous lui faites passer ?
Ah oui, oui, FTP, même un peu AS, parce que je vous dis, la région de Belvès, toute la région de Belvès, mais en fait surtout FTP. Donc il y a quand même entre FTP et AS, on a quand même à ce moment-là une collaboration. Ah, mais moi, je vous dirais, certaines disent qu'il y avait des heurts, moi, je me suis toujours bien entendu. Quand je suis arrivé au camp de la Richardie, j'ai trouvé des gars qui n'avaient pas d'armes. J'ai posé la question à Mercedes et je lui ai dit voilà. Mais il me dit on va s'arranger, t'inquiète pas. Nous on a quelques mitraillettes en trop. On doit avoir 1 ou 2 fusils mitrailleurs. On va se débrouiller. Et quand tu recevras un parachutage, tu me rembourseras. C'est ce qui s'est fait. Voilà. Non, très bonne relation. Et après la libération de Périgueux, quel est votre parcours ? Ah ben, à la libération de Périgueux, évidemment, on a, nous, 222e compagnie, mais j'ai quand même pas dit quelque chose, là. C'est que donc, dans toute cette période, on se bat beaucoup. Hein. À partir du jour où je suis à la Richardie, il faut contrôler tout le secteur, et on a des accrochages. Et notamment, on a l'embuscade de Barreiro, où on fait beaucoup de dégâts à la compagnie cycliste. On détruit une automitrailleuse au Lieu-Dieu. Et par la suite, on va sur la 89, à Charpenay, on a trois attaques contre des convois allemands où on leur fait du mal. On protège aussi la réception, enfin la réception, c'est pas le mot qui convient, la capture des canons en gare du Sac. Hein, on est dans la zone de protection. Hein, et puis ensuite, alors le dernier incident sérieux, c'est la bataille de Niversac, le combat de Niversac, où je perds 3 hommes là. Voilà. Le 13 août. Dénoncé par une collaboratrice que j'avais arrêtée, qui avait été remise en liberté. C'était un accrochage qui n'était pas prévu. Ah non, on devait réceptionner des déserteurs. Et puis la fille étant sur les lieux, moi je la fais surveiller, et je sais qu'elle repart sur Périgueux. Je dis, le combat change de nature. Là. Et effectivement, le lendemain, à la levée du jour, il y avait peut-être 800 000 Allemands qui étaient là. Et vous en sortez comment ? Ben, on s'en sort comment ? Moi, j'essaie d'avoir des renforts, je n'en obtiens pas. Et on a 4 fusils mitrailleurs et une mitrailleuse Oskich, qui donne ce qu'elle peut. Et on repousse toutes les attaques. Eux, ils ont eu des morts, mais on ne le saura jamais. On repousse toutes les attaques, ça dure 3 heures. Et après, on se replie d'une façon très stratégique, vous voyez. Alors, une partie va sur Saint-Pierre, ils reçoivent un bon déjeuner, et les autres vont à la Fargennerie, voilà. Mais ça a duré 3 heures dans la matinée, là. Hein. Et à Charpenay, vous parlez de Charpenay tout à l'heure, Oui, c'est Charpenay-Terrasson. On met des boîtes à musique dans les fossés. Malheureusement, il y en a une qui avorte parce que les Allemands ne sont pas bêtes. Et ils font passer des gars avec des cisailles dans les fossés et nous coupent le cordon en détonnant. Alors ça, les boîtes à musique ne sont plus reliées. Mais enfin, sur les 3, il y en a 2 qui réussissent. Et qu'est-ce que vous appelez boîte à musique exactement ? Alors, les boîtes à musique, c'était des petites boîtes en bois qui permettaient de placer 5 kilos de plastique, des bâtonnets de plastique dedans. Et c'était terrible, hein, ça, comme déflagration, ça faisait mal. Hein. Et donc, c'est des Espagnols qui étaient à ce moment-là au château du Sablou, que vous connaissez. Dans la région Montignac ? Voilà. Et donc, ils nous préparent ces petites caissettes et on les remplit de plastique. Et alors, reliées avec du cordon détonnant,
à un système d'allumage, vous voyez. Alors, souvent, on se servait des trucs de sémaphore de la SNCF. Alors, au déclencher, c'est que si ma mémoire ne me trahit pas, je crois que le cordon Big Ford, il devait faire 7 km secondes. Vous voyez, ça allait vite. Hein. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Mais vous avez reçu une instruction militaire ? Non, pas du tout. Moi, j'avais fait les chantiers de jeunesse, mais on n'avait pas d'instruction militaire. Je commandais un détachement vers une équipe. Bon, physiquement, on était en pleine forme, c'est tout. Et au chantier de jeunesse, puisqu'on en parle, qu'est-ce que vous apprenez ? Bon, voilà, on défilait, on faisait de la culture physique. Il y en a qui faisaient du forestage, moi ça ne m'intéressait pas du tout. Mais comme j'avais fait le stage de moniteur d'éducation physique, je faisais faire l'éducation physique aux gars tous les matins. Voilà. Non. Mais j'ai évité de faire chanter Maréchal Nous, voilà. Ça c'est sûr. Hein. Et après tous ces accrochages, est-ce que vous participez à la libération de Périgueux ? Mais la libération de Périgueux, c'est un grand mot parce qu'il n'y a pas eu de combat. Le dernier combat qu'on a eu, nous, c'est à Niversac. Et après, ils ont foutu le camp. Hein. Et votre compagnie, qu'est-ce qu'elle devient au mois d'août 1944 ? Elle éclate un peu, hein, parce qu'il y en a qui partent sur le front de l'Est. Il y en a d'autres qui vont aller sur La Rochelle, sur le front de l'Atlantique, puis d'autres qui restent là et pendant un certain temps, on garde par exemple l'usine de Condat, voyez, au cas où on chasse quelques miliciens qui sont signalés par-ci par-là, voyez. On a une occupation et puis alors après je vous dis, moi j'intègre à nouveau les services de renseignement avec Claude. Donc vous continuez le renseignement à la Libération ? Ah ben après, quand je crois que j'ai dû aller au BSD, puis qui devient le 5e bureau ensuite, j'ai dû intégrer le service. J'inaugure la plaque provisoire des murs des fusillés le 14 octobre. Ça doit se situer dans les premiers jours de novembre. Et après, on continue jusqu'au 8 mai 1945 à la victoire. Et ensuite, je suis envoyé à l'école des cadres. Mais comme je ne veux pas rester dans l'armée, alors, je ne suis pas un fanat. Où est-ce qu'elle est, cette école des cadres ? Eh bien, c'était à Magnac-Laval à ce moment-là. Il y avait une école préparatoire de Couët-Quidam. C'est la Haute-Vienne, à Magnac-Laval ? Oui, c'est en Haute-Vienne. Et puis on est déplacé à Brive en dernier, à la caserne de Brive. Mais moi, je demande à être démobilisé. Et d'octobre 1944 jusqu'à mai 1945, vous êtes au service de renseignement des forces françaises de l'intérieur. D'octobre 1944 ? Oui, du mois d'octobre, quand vous inaugurez la plaque du mur des fusillés. Je vous dis, quelques jours après, Claude me fait demander et je rejoins les services de sécurité et de renseignement 5e bureau. C'est les FFI ? Ah ben c'est les FFI, mais on est intégré à l'armée après. C'est donc, oui, c'est l'armée donc. Oui, quoi que je vais vous dire, il y avait quelques petites animosités entre les services de renseignement. Par exemple, vous aviez le 5e bureau, vous aviez ensuite la DGER, c'était le truc de Gaulle. Vous aviez le 2e bureau de l'armée, vous aviez un tas de... Alors moi je sais qu'une fois, Claude me demande de mener une enquête sur notre propre patron, le colonel. Et je vais à Bordeaux. Alors pour savoir quelque chose, je m'avais trouvé
FFI, qui est à la DGER, le capitaine. Son nom, maintenant, ça va me revenir tout à l'heure. Mais un capitaine qui est à la DGER, hein, et pour après avoir quelques éléments, et puis je vais manger avec le mess des officiers pas loin du corps de l'intendance, et on me met à côté du colonel. Bon, vous voyez, il y avait des petites choses qui se passaient. Et qu'est-ce que ça signifiait DGER? Vous en avez le souvenir? Ben, je vous donnerai pas l'appellation, mais c'était une organisation de la France libre. Et ce colonel, qui était-il? Je me rappelle pas le nom. Et vos missions continuent à être dans le renseignement, mais en quoi ça consiste exactement? Alors, pendant longtemps, nous avons cerné tous les collaborateurs, hein, on a ciblé tout ça. Hein, on a assisté à la cour martiale. Vous voyez. Vous avez fait partie de la cour martiale? Non, mais nous, on était chargés d'amener les gars qui étaient suspects pour le jugement, et ensuite d'aller plus loin quand ils étaient condamnés. Il y avait des services qui étaient chargés de l'élimination de ces... Nous, on était uniquement renseignement. Vous faisiez des enquêtes, en quelque sorte? Ah oui, oui, oui. Mais c'était délicat, hein, quelquefois. Très délicat. Moi, j'ai vu des cas où on partait avec la certitude que la personne était coupable, et après des recherches, c'était pas le cas. Ou c'était tellement minime que ça... Moi, je me rappelle avoir fait un voyage à Dijon. Claude m'a dit, il faut que tu essaies de récupérer cette fille là-bas. Et alors, je suis parti à Dijon, tout seul d'ailleurs. J'ai dit, c'est pas très, très facile. Je suis arrivé au commissariat là-bas. Le commissaire me dit, je vais vous présenter votre colis. Alors, j'ai trouvé une belle blonde assise sur la table qui se faisait une belle coiffure. C'était une fille qui avait été à Monoprix comme présentatrice de produits de beauté, et soi-disant qu'elle avait collaboré avec des Allemands. Bon, moi je l'ai questionné beaucoup, et notamment dans le train, parce que de Dijon à Périgueux, il y avait de quoi. Et j'ai eu la certitude qu'en fait, non, elle s'était fait piéger. Elle m'a certifié, elle, qu'elle était allée boire, elle avait soif, elle était allée boire au Café de la Bourse, qui existait encore, et que 2 officiers allemands étaient arrivés, s'étaient assis à sa table. Bon. Alors il y en a qui l'avaient remarqué. Moi, Claude m'avait dit, tu agis avec beaucoup de parcimonie, il faut essayer de savoir. Effectivement, je pense que la fille n'avait rien fait. Ouais. Par contre, l'autre que j'ai arrêté à Niversac, c'était autre chose. Vous voyez, il fallait essayer d'être perspicace, de savoir trier le vrai du faux. Et vous pensez qu'il y a pu y avoir des erreurs? Oui, il y en a sûrement eu des erreurs, mais c'est difficile. Hein. Vous parliez tout à l'heure d'un inspecteur, l'inspecteur Louis. Oui, mais là, bon, il a été tué par le maquis. Moi, je crois que c'est une erreur. Même pas, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Vous savez, quand on fait le double jeu, moi, je l'ai vu avec ce faux maquis, et je risquais de me faire descendre aussi. J'ai sauvé la peau à une fille. Quelques jours après la libération, je la reconnaissais pas. D'ailleurs, elle s'approche sur Montaigne, elle me saute au cou et m'embrasse. Merci, elle me dit. Alors, j'ai fait la relation, là, tout de suite. Bon, sûrement que je lui avais sauvé la mise. Là. Vous étiez militaire à ce moment-là? J'étais militaire. J'ai été militaire jusqu'à
En octobre 45. Et vous aviez quel grade? J'avais le grade de sous-lieutenant et d'aspirant. Pas aspirant, disons. Pareil. Et on vous a proposé pour l'école des cadres, enfin une école d'officiers. On avait proposé un contrat pour prendre 5 ans et je partais au 2e bureau à Limoges, mais j'ai pas voulu. J'aurais pu faire comme mes copains, ils ont fini colonel. J'en ai même un qui a fini général. Christian Mailloton, et il finit comme général de division. Là. Mais un peu l'armée ne m'intéressait pas, j'en ai marre. Chacun ses goûts. Hein. Mais beaucoup ont fini avec un grade. Hein. C'est important. Et vous êtes démobilisé à Brive? Non, à Périgueux. Je reviens à Périgueux au GOI 112. Là, Mais entre-temps, j'ai été au GOI 112, j'ai fait faire l'éducation physique sous les fenêtres d'un commandant pour qui j'avais fait une enquête parce qu'il avait plus ou moins collaboré, alors ça lui plaisait pas. Enfin, il y a un tas de petites histoires, mais ça c'est... Non, j'ai été... ça a été riche en événements, si vous voulez. Ce camp dans les bois que vous avez rejoint, quand vous avez décidé de passer du service de renseignement à l'action, vous avez indiqué rejoindre un camp. J'ai appris la rencontre avec Mangol. Et comment le trouvez-vous? Comment est ce camp? C'est pas ça. Moi, je vais vous répondre que j'étais plus tranquille, plus sûr dans les bois que quand j'étais seul à me débattre. Parce que quand vous êtes entouré d'un certain nombre de gars bien armés, vous avez l'impression que vous êtes intouchable. Alors que quand vous êtes seul à gérer tout, vous avez vu, à la seconde près, des fois, là c'est dur. Ça c'est dur. Et le camp, il est bien organisé? Il est vraiment dans les bois? Comment se présente-t-il? Oui, disons que il y avait des lacunes, mais on avait quand même la population qui était de notre côté. C'est à La Roquette. Alors, je ne sais pas si vous voyez, vous avez à La Roquette une boulangerie. C'est la commune du Change. Non, c'est pas le Change, c'est Bassillac. Oui, c'est encore Bassillac. C'est encore Bassillac. Donc, vous avez la petite route qui s'en va en face, là, qui suit la rivière. Et là, sur la gauche, je me situe en revenant, moi, sur la droite, en y allant, en pénétrant cette route, vous avez la boulangerie Audi. Enfin, c'était Audi, un homme formidable qui nous a ravitaillés en pain, mais incroyable. Et donc, là, on avait ensuite des paysans sur le haut qui nous donnaient des patates, qui nous donnaient du jambon. Et on avait quand même... Et alors Goursat, qui deviendra par la suite le maire de Blisébord, c'était un copain à mon père, et qui, lui, est tenu, comme marchand à bestiaux, à fournir à la réquisition. Mais assez filou, il se débrouille à mettre de côté. Alors, de temps en temps, il arrive avec un veau, un quartier de bœuf, et puis on monte ça au camp. Hein. Vous voyez. Donc là, la population savait où était le camp et vous aide. Oui, parce qu'on n'avait pas, pour cacher les voitures, on les mettait en bas, sur le bord de la route. Il y avait une excavation. Et disons que se voyait, mais j'avais un gars en permanence de garde là. Il y avait une garde pour le camp, en haut, et une garde pour les voitures. Ben, il fallait. Donc vous avez reçu l'appui et le soutien de la population. Ah oui, là, je vous dirais que il fallait quand même avoir du ravitaillement, mais il fallait avoir un petit peu d'argent aussi. Et le postier de Bassillac, à l'époque, m'avait dit quand j'aurai de l'argent, je te fais signe. Alors, il me faisait signe et on allait récupérer un peu de fric.
Et ça se passait tranquillement, vous voyez. Mais, lui, il faisait une déclaration comme quoi le maquis était venu. Voilà. Ça se passait bien. Non, il fallait qu'on ait des légaux qui soient dans le coup, sinon on n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu tenir. Hein. Et le camp, comment est-il équipé? Il y a des tentes, il y a des cabanes, il y a... Là, il y avait une vieille maison bourgeoise, grosse maison, qui commençait d'ailleurs à flancher un peu. Même les planchers, il y avait des lames qui étaient... Même bon, on arrivait à loger une grande partie. Et alors, j'avais fait dresser un parachute sous les chênes. Et là, il y avait un certain nombre de gars qui couchaient. Parce qu'il y avait 2 détachements. J'avais le mien et il y avait celui de Fernandel, qui était un peu aussi dans le coin. Alors ça faisait quand même, disons, passer partout au moins 60 bonhommes. Hein. Et lorsque vous êtes dégagé de vos obligations militaires, et qu'est-ce que vous faites? Vous retournez à l'activité civile? Eh bien, quand je suis démobilisé, je cherche à revenir à la ville de Périgueux. Et à la ville de Périgueux, bon, j'y reviens, mais je sens que c'est pas terrible. Parce que il y a eu quand même des collaborateurs dans les services. Alors je les vois les uns après les autres revenir. Oh là là. Et comme j'ai un camarade du 5e bureau qui est directeur d'une usine à Mussidan, qui est maire de la commune, Michel Schnerson, qui vient me voir de temps en temps, je lui explique. Il me dit c'est pas difficile. Mais ça, c'est quelques mois après, hein, vous voyez. Il me dit, tu laisses tomber. Allez, je t'envoie une voiture, ta femme, les gosses, et embarqués, et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de quelqu'un à l'entreprise, comme technicien, et j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille aussi au point de vue travaux à la mairie. Alors voilà, je suis parti 10 ans à Mussidan. Et je suis revenu à l'architecture parce que ça me manquait. L'architecture et les travaux publics, ça me manquait. Voilà. Je reviens un petit peu en arrière sur la période d'occupation. Lorsque vous partez en Allemagne requis par le STO, jusqu'au moment de votre évasion, est-ce que votre famille a des nouvelles de vous? Est-ce que vous pouvez écrire? On peut écrire, hein. On peut écrire quand même. Donc, ils ont quelques lettres qui leur parviennent. Oui. Oui, on n'est pas coupé quand même. Donc, ils savent que vous êtes vivant au moins. Oui, je pense que ces lettres sont censurées, mais enfin, il y a des nouvelles. Et après, pendant que vous êtes dans la clandestinité et dans la résistance, vous pouvez leur faire parvenir des nouvelles également? Non. Alors, c'est ce que j'ai expliqué l'autre jour. Pardon. Au cours d'une cérémonie. Je crois que c'est à la Roquette. Et chez nous, les FTP, il y avait interdiction de donner le nom de famille. C'était tout des noms de guerre. Parce que si quelqu'un était pris, les poursuites contre la famille étaient beaucoup moindres. Voilà. Alors, donc, les familles n'avaient pas trop de nouvelles. Moi, de temps en temps, il se trouvait qu'une voisine passait dans un coin, elle m'apercevait, alors elle dit, mais pas de nouvelles directes. Ça, je n'allais pas chez moi. Votre mère qui ne voulait pas que vous engagiez dans l'armée, elle a dû être très inquiète. C'était une autre époque. Ça avait évolué aussi. Là, c'était quand même pour défendre la France contre les Allemands. Et un dernier point sur le camp, disons l'usine où vous travaillez, elle n'a jamais été bombardée durant votre présence? Je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais peut-être mal expliquer,
que le grand patron de cette usine, que j'ai vu à 2 mètres, était Hermann Göring. Hermann Göring était en relation avec les banques occidentales. Et c'est prouvé qu'il avait... Son père, d'ailleurs, était déjà un grand ponte. Et du fait qu'il avait des intérêts, il est certain que les Occidentaux ont négligé de bombarder cette usine. C'est ce qu'on peut constater. Hein. Parce qu'il n'y a pas de raison. Moi, j'ai vu les forteresses volantes passer au-dessus de nous et aller sur Wiener Neustadt, où il y avait l'usine Messerschmitt et puis Locomotive Fabrique. Et là, il y a eu bombardement. Je vous dis, il doit y avoir 25 Français, des gars comme moi, qui ont été tués. Et nous, rien. Alors quand je suis revenu et que des gars sont revenus, ceux qui sont restés jusqu'au bout, je leur ai dit, mais, il me dit tout à fait en dernier, il y a eu quelques trucs, mais non. Non, mais ça fait partie des secrets de l'Allemagne. C'est certain que c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est pour ça qu'il y a des documents qui méritent d'être consultés. Puisque vous avez vu le film, l'Holocauste, moi je vous ai dit, je suis arrivé au moment où Stalingrad était tombé. Le moral était à zéro, là. Et il y avait plus, on avait l'impression que tout allait s'écrouler. Mais ils se sont ressaisis parce qu'ils ont voulu poursuivre. Et c'est là où ils ont fait, d'ailleurs on le disait à la télévision à une autre occasion, où ils ont mis en branle les déportations pour avoir de la main-d'œuvre. Vous voyez ? Et Stalingrad, justement, vous avez ressenti vraiment le coup que ça a porté au moral des Allemands ? Oui, moi, disons que je n'avais pas des informations très précises sur Stalingrad, mais il n'en reste pas moins que je voyais la tronche des Allemands et des Autrichiens, hein, parce que les Autrichiens, moi, je les encense pas, à part quelques-uns. Il y en a un qui m'a entretenu de Kartoffel pendant quelques temps, qui est un brave type. Kartoffel, c'est-à-dire pomme de terre. Hein, il me faisait cuire ça dans la cendre parce qu'il me disait, au camp, vous n'avez pas beaucoup à manger, mais les Autrichiens en général, les Allemands, là, ils avaient profil bas, hein, après Stalingrad. Puisque si ma mémoire ne me trahit pas, c'est fin janvier que les choses se sont vraiment décantées. Et moi, c'était début mars. Hein. Ça fait pas longtemps. Et à l'inverse, j'imagine que ça vous a regonflé le moral, cette défaite. Ben oui, mais enfin, notre changement de statut, là, ça nous pesait. Hein. Surtout quand vous vous retrouvez avec des Croates, des Serbes, des Tchèques, bon, il y a à prendre et à laisser là-dedans, des Polonais, de tout. Je vous dis 50 nations, m'a-t-on dit. Alors, on est un peu perdu. Hein. Vous aviez les Ukrainiennes, alors là c'est pareil. J'ai jamais su si c'était des volontaires ou des amenés de force, parce que en Ukraine, vous avez eu l'histoire Vlasov. Jean Vlasov qui a levé une armée de 2 millions d'hommes. Hein. Mais les Ukrainiennes là-bas, c'était des femmes, c'est magnifique. Hein. Mais dans un autre contexte, ça aurait été bien, mais là. Oui, c'est comme ça. C'était Mémoire de résistance par Nicolas Cournil pour les archives départementales.